Je n'arrivais pas à définir si mon envie d'enfant, c'était une envie de ne pas être seule et de combler un peu ce qu'on attendait de moi, ou est-ce que c'était une véritable envie, je veux dire, qui vient du ventre et qui est je veux être dans la maternité, dans la relation à l'enfant. Et finalement, c'est ma sœur qui m'a dit, si ta seule crainte dans la vie, c'est oui, mais quand je serai vieille, si je suis toute seule, je regretterai de ne pas avoir fait d'enfant. Elle me dit, c'est pas vraiment un motif suffisant pour en faire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi ? Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Gap de parents en duo. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mon invitée du jour qui est Sarah Belleux. Bonjour Sarah. Bonjour! Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui Sarah. Je suis ravie aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs qui nous écoutent en quelques phrases ? Alors, j'ai 35 ans. Je suis originaire de la région de Huy, mais depuis 1 an, j'habite Namur parce que c'est là que je travaille. Donc, je suis médecin en soins palliatifs. Donc, je travaille à mi-temps comme médecin dans une équipe mobile de soins palliatifs au CHR de Namur. Et alors, le reste du temps, je le consacre à l'écriture et à un petit travail en librairie. Voilà. Waouh, j'adore. Donc, on a une femme incroyable, enfin, comme toutes les autres de toute façon, à mon micro aujourd'hui, qui associe effectivement différentes activités, toutes magnifiques et qui vont nous apporter, je pense, un magnifique épisode aujourd'hui et qui va aussi parler de pas mal de gaps. Donc, je suis vraiment très heureuse de t'avoir, Sarah, à mon micro aujourd'hui. Alors, ce serait, je pense, très intéressant pour les personnes qui nous écoutent de commencer par justement ce côté médecin en soins palliatifs. Donc, tu es auprès des personnes qui sont en fin de vie, qui sont pour une grande partie parents. Et je pense que ce serait intéressant peut-être que tu nous partages des anecdotes, des ressentis ou des choses qui t'ont été confiées par ces parents en fin de vie, parce que la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ils sont parents de jeunes enfants, d'adolescents, voire de plus grands, mais des parents qui sont encore, tout comme moi, la tête fortement dans le guidon. Et donc, je pense que ce serait assez riche que tu puisses nous partager justement le ressenti de ces parents qui ont vécu d'autres choses, d'autres temps de vie, d'autres relations avec leurs enfants. Et je pense qu'en plus, quand on s'approche de la fin, il y a peut-être une réflexion sur sa vie. Donc, je serais ravie que tu puisses nous partager ça aujourd'hui, si tu es d'accord. Bah oui, avec plaisir. Donc effectivement, au niveau de la relation des parents avec leurs enfants en fin de vie, mon expérience, donc j'ai travaillé tout un temps en unité de soins palliatifs et je travaille en équipe mobile, donc ce sont vraiment 2 travails très différents, mais qui permettent vraiment d'être au chevet du patient, dans les derniers moments, surtout dans l'unité de soins palliatifs, où vraiment là, on accompagne les gens jusqu'au bout. À l'équipe mobile, souvent, ils retournent à domicile, donc on n'a pas toujours la fin de vie, on n'est pas toujours là vraiment sur les derniers instants, alors que dans l'unité, oui. Et donc ce que j'ai pu constater déjà une chose, c'est que, faire famille, c'est très différent, de l'idéal qu'on a dans la société. Donc moi, j'avais beaucoup, je vais dire de préjugés, on va dire ça comme ça, quand j'ai commencé, qui étaient, quand on a des enfants, c'est des enfants qui s'occupent de soi quand on est âgé ou quand on est en fin de vie. Et j'ai constaté que c'était pas forcément toujours le cas, que c'est un peu un idéal qu'on nous projette, quand je serai vieux, mes enfants vont s'occuper de moi. Et c'est un peu, voilà, une vision que j'avais, très, on s'occupe de ses grands-parents, on s'occupe de ses parents et tout ça. Et en fait, ce que j'ai pu constater dans les fins de vie, c'est que souvent, il y a d'autres proches qui viennent faire, famille autour du patient. Notamment, j'ai très fréquemment vu des nièces ou des neveux, des filleuls, qui prennent une place très importante au moment de la fin de vie, avec parfois des enfants qui sont absents.
Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que finalement, moi, il y avait une grande question qui restait quand même toujours un peu en suspens, cette idée un peu de la tristesse de mourir seul. Et finalement, les gens sont souvent entourés, alors parfois par des gens, bah, parfois leurs enfants, mais parfois par des personnes où on ne s'y attendrait pas. Je veux dire, un filleul, parfois on se dit, mais enfin, le filleul qui accompagne son parrain ou sa marraine jusqu'au bout, qui est là tous les jours, qui est soutenant, c'est quand même une vision qu'on nous présente pas souvent dans la société. Et donc ça m'a beaucoup interpellée. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Effectivement, on n'a pas aidé. Je pense que, de nouveau, c'est un gros cliché sociétal de dire aussi, de motiver les gens à faire des enfants en disant, bah oui, mais quand tu n'as pas d'enfant, bah, tu mourras seul, hein, on le dit beaucoup. Mhm. Alors que, oui, effectivement, on le voit quand même dans nos rapports à nos parents, nos grands-parents, même quand on n'est pas en fin de vie. Est-ce qu'on prend toujours le temps, justement, de passer du temps avec nos parents, nos grands-parents, etc. Voilà, ça pose question dans la société aujourd'hui par rapport au temps, par rapport aux relations, parce qu'on idéalise aussi beaucoup la relation familiale, je veux dire élargie par rapport à son noyau de ses propres enfants, son mari ou son épouse, etc. Mais je pense que dans la réalité, il y a beaucoup, beaucoup de familles avec différents schémas, etc. Donc il y a... Oui, oui, tout à fait. Et franchement, j'ai toujours été surprise de voir à quel point les gens, c'est très rare des gens qui meurent seuls. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est vraiment très rare parce que parfois ils ont même des enfants de cœur, parfois un ami qui a toujours été là dans la vie et qui finalement est encore là jusqu'au bout. Et donc finalement, c'est assez rare des gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas d'entourage. Et j'ai remarqué aussi que parfois la relation aux enfants, c'est un chemin de vie qui est parfois très compliqué, avec beaucoup de hauts, de bas, beaucoup parfois de rancœur, beaucoup de regrets, beaucoup je veux dire, d'attentes non assouvies des deux côtés. Et donc, on est parfois sur quelque chose qui est plus émotionnellement compliqué pour les gens, alors que parfois avec un neveu, une nièce, un filleul, un enfant de cœur, la relation est plus sereine parce que je pense qu'on n'a pas du tout le même lien affectif en tant que parent avec ses enfants et avec d'autres, je veux dire, adultes avec qui on a créé un lien particulier dans la vie. Et donc, souvent, je remarque que vraiment, ces personnes prennent une place très importante dans la fin de vie, là où les enfants, parfois, s'effacent. Ça arrive très souvent, et beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, malheureusement. Et donc, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée, qui m'a rassurée en me disant, finalement, c'est assez rare qu'on meure seul. Mais qu'est-ce qui fait aussi que les parcours de vie fait que finalement, c'est pas les enfants qui sont souvent là. Il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas, mais parfois, c'est pas très pondérant. Et aussi, ce que je remarque, c'est aussi quand il y a des fratries, à quel point chacun a une place complètement différente dans la relation parentale. Et donc, je remarque que c'est souvent les filles qui sont très présentes. Il y a un peu une sorte de vision de la société où c'est la fille qui prend soin Comme souvent, et les la femme frères prend viennent soin. pour les décisions. Ah oui, 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 bah, c'est très représentatif, c'est très cliché, mais c'est très représentatif Oui, du mode de fonctionnement dans un couple, dans une famille, dans... Ouais, ouais, je suis oui. passionnée là. Ouais. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est que du coup, ces filles sont là de manière assez importante pour je veux dire, la vie de tous les jours dans le soin palliatif. Ah, donc, elles viennent parfois toute la journée dans la chambre, elles font des petites courses, elles amènent tous les petits trucs que la personne aime, elles mettent une petite fleur, elles sont vraiment tout le temps là. Et le frère arrive parfois de manière une fois ou deux sur la semaine parce qu'il travaille, hein, il travaille. Et donc, Oui. oui, oui, voilà. Et donc, la fille en soi, elle peut mettre un peu sa vie en parenthèse, mais le frère, souvent, travaille. Et donc, bon, ben, et même, je dirais, du discours des parents, parfois, il y a un peu ça. Oui, mais bon, hein, il a un travail sérieux, il ne peut pas venir tout le temps, c'est pas facile, il vient quand il peut. Et il est là, il doit être là pour toutes les décisions. Et donc, c'est un peu, je me dis, Jaffa, c'est quand même assez comique, quoi. La fille est là tout le temps, mais finalement, elle n'est jamais 100% dans la décision. Il faut que le frère soit là, ou les frères, pour pouvoir dire, OK, on est tous d'accord sur le sujet. Ouais, Donc, ouais. c'est assez particulier parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était très patriarcal comme système et que Ah c'est oui. toujours ancré dans le fait que c'est toujours finalement la fille, même ou la nièce ou la filleule, ou quoi, qui s'occupe du parent mourant. Bah, Euh, c'est comme dans le début de vie de famille, parce que pour moi, la parentalité, et d'ailleurs quand j'en parle
en conférence, et cetera, je fais toujours, la ligne du temps aussi et j'aime bien dire, qu'en fait, on devient aussi on est parent toute notre vie parce qu'à un moment donné, on va devenir aussi parent de nos propres parents parce qu'on va s'en occuper plus par rapport aux maladies, à la vieillesse et puis à la fin de vie comme on en parle ici. Et donc, c'est quand même dingue de voir que le schéma de début de vie avec nos enfants où c'est quand même aujourd'hui encore dans nos sociétés beaucoup trop patriarcal à mon goût. Oui, je suis féministe, je le dis encore et je l'assume, mais la femme fait quand même, la majorité des choses et des soins et dû prendre soin de la famille, sans reconnaissance derrière et quand effectivement l'homme fait quelque chose et heureusement les hommes sont de plus en plus présents et ils sont en demande d'en faire encore plus, mais par contre eux sont beaucoup plus vite reconnus, en fait, par rapport à ce qu'ils font parce que, ah, eux, ils ont un travail et c'est important et cetera. Alors que la femme, de base, en général, travaille peut-être à temps partiel et cetera, mais travaille quand même, a toujours une activité. Mais le fait de tout ce qu'elle fait au quotidien, et cetera, n'est même pas reconnu parce que c'est identifié comme étant normal et classique. Donc c'est ça qui Oui, est quand même hallucinant de retrouver aussi en fin de vie, ce même schéma, en fait. C'est oui, fou. et ce schéma-là est très présent aussi, par exemple, quand les gens retournent à domicile pour la fin de vie. Donc nous, avec l'équipe mobile, on aide à mettre en place le retour à la maison. Parfois, les gens ne rentrent pas chez eux, ils rentrent chez un de leurs enfants, parce que c'est vraiment pas possible de rester seul au domicile pour la fin de vie. Et donc, souvent, un enfant accepte de prendre son parent à la maison. Et donc, je vais dire, j'ai presque envie de dire 9 fois sur 10, c'est des femmes. Alors, sauf si on a des fratries que de garçons, alors en général, on trouve une astuce. Mais c'est vrai que s'il y a une fille dans l'histoire, la plupart du temps, c'est chez la fille que le parent va aller faire ses soins palliatifs à la maison, avec des frères qui seront soutenants. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas là, ils sont soutenants, ils sont impliqués, mais on sent que toute la charge, tout repose toujours finalement sur la femme. Même dans ces moments-là, avec parfois quelque chose d'un peu d'ingrat parce que je vois parfois, c'est assez fréquent chez les mamans, un peu le fils, quoi. C'est un peu, on sent vraiment quand le fils arrive, il y a le fils qui est là et la fille qui est là toute la journée en train de rester dans la chambre à l'hôpital, qui fait les petites courses, etc., qui fait finalement ce travail un peu invisible. Ben, on s'attend, c'est tellement normal qu'elle soit là qu'il n'y a pas ce côté un peu... Cette non-reconnaissance, moi Oui. j'appelle ça vraiment oui, c'est fou. La fois passée, j'ai eu une dame qui était vraiment en difficulté par rapport à sa fin de vie parce que il y avait vraiment ce poids de laisser ses enfants, de dire mais en fait qu'est-ce qu'ils vont faire quand je ne serai plus là. Donc il y a vraiment cette inquiétude. Finalement, c'est pas la peur de mourir, mais la peur de laisser ses enfants sans maman. Donc c'est vraiment ça qui imprégnait son discours, avec donc deux enfants, un fils et une fille et où elle disait elle-même, je culpabilise parce que je m'inquiète plus pour mon fils qui avait des difficultés dans la vie, je m'inquiète plus pour lui que pour ma fille parce que je sens que ma fille, je sais qu'elle va savoir gérer, mais en même temps, c'est pas juste pour elle. Et donc, je sentais vraiment toute cette contradiction qu'elle avait en elle et en même temps, son inquiétude, elle était réellement portée sur qu'est-ce que va faire mon fils et qu'est-ce que va faire ma fille, mais vraiment, qu'est-ce que va faire mon fils quand je ne serai plus là. Et donc, il y a quand même quelque chose qui ressort un peu dans les discours aussi. C'est pas quelque chose juste je veux dire, qu'on voit, mais qui n'est pas dit. Parfois, ça sort vraiment dans les discours, une inquiétude de la maman pour le fils qui va peut-être pas s'en sortir, parce que souvent, ben, il y a un peu cette image du fils sans sa maman, il n'est rien, quoi. Il y a vraiment parfois quelque chose un peu de l'ordre de ça. D'accord. Et qu'est-ce que les personnes comme ça, qui sont parents te confient d'autres par rapport à leurs enfants ou leur, rapport à leurs enfants comme ça, en fin de vie? Qu'est-ce qu'ils te partagent? Alors, j'ai eu plein d'échanges très différents. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que les enfants, c'est ce qui les avait portés dans leur vie. Vraiment, alors souvent des mamans, mais parfois j'ai des papas. Et ça, je trouve que c'est toujours très touchant aussi de voir des pères qui disent ben, c'était moi qui voulais un enfant, ma femme, elle n'était pas trop OK. Et qui se sont investis à fond dans leur rôle de père. Et donc, on sent que laisser les enfants derrière, c'est vraiment très, très dur. J'ai aussi beaucoup, maintenant, voilà, ça, je pense que c'est aussi un peu un biais de société, c'est que j'ai comme beaucoup, beaucoup de personnes âgées, pas que, hein. J'ai parfois des gens de 40 ans, ça c'est encore un tout autre rapport aussi à laisser ses enfants derrière quand on a 40 ans, c'est pas la même chose que quand on a 80. Mmh. Et donc, parfois des regrets sur le fait d'avoir eu des enfants ou des paroles qui se dénouent sur des personnes plus âgées qui me disent, ben, franchement, si c'était à refaire, j'en aurais pas fait.
Moi, j'ai une dame qui me disait, moi, ma fille, je la voulais pas. Et elle s'en voulait vraiment parce qu'elle disait que même dans sa fin de vie, à, elle arrivait pas à outrepasser cette sorte un peu de, je vais pas dire de rancœur, hein, c'est vraiment ce sort de regret. Et dans la relation, ça se sentait et ça avait été là toute sa vie. Et elle disait, je m'en veux, je culpabilise vis-à-vis de comment je me sens vis-à-vis de ma fille, mais en même temps, moi, je ne la voulais pas. Et donc, il y a parfois des choses qui sortent comme ça, et des attentes aussi des enfants à ces moments-là. Je pense qu'il y a un peu une idéalisation de la fin de vie où on s'imagine qu'on va se réconcilier, qu'on va résoudre tous les conflits et qu'on va avoir une belle mort où on se tient dans la main en se disant pardon. Et en fait, il y a des pardons qui n'arrivent jamais des deux côtés. Et donc ça, c'est quand même parfois très très dur de voir. Je me souviens d'une situation d'une dame qui avait eu plusieurs enfants, mais qui n'en voulait pas. C'est son mari qui avait fort insisté. Et ses enfants étaient dans une attente qu'elle finisse par dire, ben voilà, pardon, pardon pour parce qu'ils nous expliquaient à les enfants que parfois elle n'avait pas été, ça n'avait pas été quelqu'un de très affectueux, de très tendre, de très investi, qu'ils avaient vraiment senti toute leur vie qu'ils n'étaient pas désirés. Et ils s'attendaient que sur son lit de mort, elle finisse par dire, Bah, c'était bien quand même finalement. oui, c'est Ah ça, oui, voilà, un peu, un peu et donc ça. c'était vraiment dur parce qu'on les voyait, s'accrocher à ça, à attendre un dernier mot qui n'est pas venu. Et donc c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment cette idée que, dans la fin de vie, on se réconcilie et c'est pas toujours le cas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent malheureusement et qui est pas facile à vivre pour les gens parce que moi, j'ai beaucoup de parents aussi qui m'expliquent le regret de l'absence de leur enfant, qui me disent: «Bah oui, mon fils, ma fille ne vient plus me voir» ou «J'en ai 2 mais il y en a un avec qui je parle plus depuis 15 ans. C'est compliqué. J'aimerais bien qu'il vienne me voir, une dernière fois, j'aimerais bien, le voir» et donc ils demandent au frère, à la sœur: «Est-ce que tu pourrais pas lui demander de venir?» Et bon, parfois ils viennent, ça arrive et parfois on a des belles réconciliations, en tout cas quelque chose de plus apaisé. Je dis pas que tous les pardons sont faits, mais en tout cas quelque chose d'apaisé et ça, c'est toujours très chouette à voir aussi. Mais parfois, ça ne vient pas non plus. Et parfois, il y a des enfants qui ne reviennent pas. Mmh, Et c'est assez difficile, je trouve, en tant que soignant, parfois de ne pas être dans le jugement, parce qu'on ne connaît pas les histoires de vie des gens qui sont face à nous. c'est ça. Et donc, c'est vrai on a tendance, nous, on voit nos patients dans leur lit, être en fin de vie. Il y a quelque chose de très émouvant là-dedans et on se dit, bon, enfin, les enfants, ils pourraient quand même faire un effort, hein, ils pourraient venir voir leur père, ils pourraient venir voir leur mère. Mais parfois, il s'est joué des choses qu'on ne sait pas. Et Bien sûr. c'est ce que j'essaie toujours de dire à l'équipe, c'est que nous, on les a vraiment tout à la fin, après un long parcours de vie, où parfois des enfants reviennent effectivement parce qu'ils font un peu l'effort de se dire, OK, je reviens. Et puis quand la personne est décédée, on prend le temps de parler avec les enfants et puis on découvre un parcours de vie avec de la violence familiale. J'ai déjà eu des situations d'inceste et des choses comme ça. Et on se dit, bah oui, en fait, revenir, c'était pas une évidence non plus. Mmh. Ouais, c'est très intéressant ce que tu partages parce qu'on a très peu, accès fatalement à ce genre de choses, sauf quand on est touché personnellement, Mhm. fatalement par, la fin de vie de nos proches et qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à moi j'entends souvent: «Ah profite de ces moments parce que tu sais, tout ce brouhaha, tout ce désordre, tout ce allez cette tempête et cetera, un jour c'est fini, ça s'arrête, il y a plus à la maison et après tu Mhm. regrettes tout ça». Ben ça, je l'ai beaucoup sur les personnes qui sont en fin de vie, mais qui sont plus jeunes, je veux dire ça comme ça. Plutôt les 40, 50 ans, qui ont encore des enfants, qui commencent à être fin de l'adolescence, qui disent que finalement, il y avait des choses qui étaient difficiles, mais maintenant qu'ils sont en train de mourir et qu'ils savent qu'il y aura plus ça, ces choses difficiles, c'était important. Et donc, moi j'ai des mamans, enfin ça c'est les situations quand même qui sont vraiment très dures à vivre, c'est les mamans assez jeunes qui perdent avec des enfants, en bas âge ou assez jeunes qui sont encore, même pas dans l'adolescence parfois, beh, c'est le fait de maintenir la vie malgré tout, avec le bruit que ça comporte avec des enfants qui, bah, malgré la fin de vie de leurs parents, sont quand même des enfants et donc ils font du bruit, ils font du bordel, ils râlent, ils font des crises d'adolescence et finalement, sa maman nous disent, bah, c'était quelque chose qui les agaçait quand elles étaient en pleine forme et maintenant, avoir des enfants qui rient ou qui font du bruit dans leur chambre ou à la maison,
ça les fatigue, mais c'est important pour elles parce qu'elles veulent que leurs enfants aient une vie normale jusqu'au bout. Et pour elles, c'est aussi ça la vie. Je pense que quand une maman nous dit, moi j'avais une maman qui nous expliquait que sa fille avait vraiment calmé sa crise adolescente quand elle a appris que sa maman avait un cancer. Donc d'un coup, elle est devenue un peu la fille modèle. Il y avait dans la maman un peu un regret de dire, mais elle se contient. C'est pas parce que je suis en fin de vie qu'elle doit être d'accord avec tout ce que je dis et qu'elle doit être je veux dire, elle doit faire sa crise d'adolescence. Et donc, elle doit claquer des portes. Elle doit dire qu'elle n'est C'est pas ça. contente. Elle doit pouvoir vivre ça normalement. Or, elle ne sait pas le faire parce que je suis en fin de vie. Et donc, je pense que on voit la vie dans des choses du quotidien qui paraissent agaçantes. C'est là que la vie se révèle pour ces gens-là en général. Ouais, clairement. Et il y a pas des gens qui te disent, à refaire, j'aurais fait certaines choses différemment. Alors, tu parles effectivement de gérer les crises, et cetera, différemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les parents comme ça, même, plus jeunes, te partagent? Je sais pas, par exemple, leurs relations, parce que moi, je suis fort aussi dans l'accompagnement des personnes qui retournent travailler et la pression qu'on peut avoir et les tiraillements entre le continuer à développer sa carrière ou s'occuper de ses enfants. Enfin, il y a de la frustration et de la déception, peu importe les chemins qu'on prend finalement. Mhm. Et de nouveau, est-ce qu'il y a peut-être des leçons qu'on tire différemment du fait, de tomber malade ou il y a peut-être des choses que tu pourrais nous partager ici, Alors, moi, la phrase qui revient quand même très souvent, formulée complètement différemment, mais qui a toujours le même fond, c'est que on travaille trop et qu'on ne profite pas assez de la vie. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils se sont fort consacrés à leur carrière, alors parfois de manière vraiment dans un but très carriériste avec des gens avec des professions avec vraiment beaucoup de responsabilités, ça, mais pas forcément des gens qui simplement parce que c'est comme ça, on travaille à temps plein, financièrement, on n'a pas le choix. Il y a vraiment tous les profils, mais il y a toujours un peu ce quelque chose de on n'a pas assez profité de la vie et on ne retient pas les gens, on ne retient pas des gens leur travail quand ils sont en fin de vie. Et donc, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on est dans une société où on valorise très fort le travail, où c'est par le travail qu'on s'identifie socialement. Et au final, personne, quand il est en train de mourir, on est en train de lui dire ah, c'était quand même un sacré bon employé. Donc, il y a vraiment un truc où les gens me disent ben, j'aurais voulu passer plus de temps avec ma famille ou faire plus de choses avec mon mari. On avait toujours dit qu'on ferait ce voyage et on l'a jamais fait. Et alors, beaucoup de gens attendent évidemment la retraite. C'est vrai que j'en ai classique? plein. Et ça, c'est vraiment dramatique, ce côté on attend d'avoir la retraite pour faire les grands voyages, pour la maison en Espagne, pour s'occuper des petits-enfants. Et finalement, 1 an et demi après la retraite, il y a un cancer qui arrive, qui se métastase et qui part en cacahuète tout de suite. Et qui nous disent, bah, finalement, bah, ça a servi à quoi? On a la retraite, on l'a attendu, on voulait tout faire dans cette vie-là, et finalement, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas cette vie-là. Et ça, c'est vraiment difficile pour les gens. Et moi, je trouve que ça m'aide aussi. Par exemple, c'est ce qui m'a permis de me dire que je diminuais mon temps de travail à l'hôpital. Parce que même si j'aime beaucoup être médecin, je me suis dit, ben, en fait, quand je serai en train de mourir, on ne se souviendra pas de moi comme médecin. Et donc, c'est mes proches qui se souviendront de moi, du temps que j'aurais passé avec eux et des choses que j'aurais fait avec eux. Donc, Il y a ouais, il y a notamment comment les proches se souviendront de nous, mais il y a également comment nous, on va se souvenir de notre vie. Aussi, mhm, je pense que oui, c'est important et que faire défiler, que la majorité des choses, concernant le travail, même si, enfin moi personnellement j'adore ce que je fais, mais en même temps, bah, il y a pas que le travail, non plus c'est dans la ça. vie, quoi. C'est certain, c'est Mhm. certain. Donc je pense que le message, même s'il est très bateau, parce que je pense que c'est des choses qu'on entend à nouveau aujourd'hui, de se dire, ben, profitons de la vie qui n'est pas que le travail et si on a envie de voyager, de faire des choses et cetera, faisons-les maintenant parce que finalement, de quoi demain est fait, personne n'en sait rien finalement. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est pas forcément des gros trucs, hein. Je pense que les gens, moi, j'avais ici une maman qui me disait la fête préférée de ses enfants, ben, c'est Halloween. Ben, elle a voulu absolument faire une belle fête d'Halloween. Elle disait, mais c'est quelque chose de très important pour nous et c'était quelque chose pour laquelle j'ai toujours pris du temps. Et c'est vrai que parfois, dans la vie de tous les jours, prendre du temps pour des choses assez banales, je veux dire, de se dire on fait un repas de famille, même si c'est fatigant, même si ça prend du temps. C'est finalement parfois ces choses-là qui nous nourrissent et qui restent comme souvenir. Je pense qu'un chouette repas de famille, une chouette balade
ensemble, etc., c'est des choses qui restent dans nos esprits. Moi, je prends par exemple avec ma famille, on essaye chaque année de partir un petit week-end tous ensemble avec mes frères et sœurs et les enfants. On va jamais très loin, on reste en Belgique, on prend un gîte, on va à Center Park, enfin un truc comme ça. Mais c'est des super moments, des super souvenirs qui resteront toute la vie parce que on y pense et c'est enrichissant. Et donc parfois c'est pas toujours, on s'imagine, ah oui, il faut diminuer son temps de travail, mais financièrement on est coincé. Non, parfois c'est simplement juste de pouvoir se poser un peu dans la vie de tous les jours et de se dire ok, bah c'est comme ça et on profite comme c'est. Oui, tout à fait. Même si ça va un peu à contre-courant, comme tu dis, hein, sociétalement parlant, à nouveau, on est fort, on existe via notre travail. Moi, je l'ai fort ressenti pendant mon burn-out. Le fait de se dire: «Oh mon Dieu», quand j'ai été dans cette phase de vie quand même un peu en dehors de tout, c'est, «Mais qu'est-ce que je suis?» Avant, j'étais, manager bla 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 et maintenant je suis quoi? Parce que j'ai plus de travail. Je ne travaille plus pour le moment et la première chose, j'en discutais justement avec quelqu'un, hier et on se disait: «Bah, c'est vrai que la première chose que tu poses ou peut-être après demander à la personne comment elle s'appelle, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi?» Mhm. Bah, tu peux faire plein d'autres choses que de travailler, on est bien d'accord. On n'est pas obligé de commencer vers le travail, mais en général, on se valorise par ce qu'on fait professionnellement, clairement. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que moi aussi, j'ai effectivement fait un burn-out et toutes ces questions sont arrivées sur la question de qu'est-ce qu'on est à travers le travail et qu'est-ce qu'on n'est plus quand on ne travaille plus. Ouais. Et c'est quelque chose que moi, depuis par exemple plus d'un an, je travaille à ne plus me présenter comme médecin. Donc, quand je rencontre des gens, j'essaye en tout cas que ça n'arrive pas dans les 5 premières minutes de la conversation. Ça finit toujours par arriver à un moment donné parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'on fait dans la vie professionnellement parlant. Mais j'essaye en tout cas de parler d'autres choses parce que j'essaye de ne pas me définir à travers une profession. Soit une profession qu'il faut quand même le dire est particulière parce que quand je dis que je suis médecin, les gens font «Ah!» et puis quand je dis en soins palliatifs, «Oh!» Oh! Il y a vraiment un up and down. Et donc, tout de suite, les gens ont plein de questions sur la fin de vie, sur des expériences et tout ça. Et donc, ils ont l'impression que c'est super triste ce que je vis, alors que je suis là, mais non, moi, je vois tout le temps la vie en soins palliatifs. Ah, Donc, intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus sur, quels sont les peut-être, des beaux moments de vie justement en famille, hein, parce qu'on reste ici dans une dimension familiale, parentale et cetera. Tu aurais un exemple, à nous partager autour de ça? oui, alors on a eu une famille qui donc pour le secret professionnel, je vais pas dire l'origine ni rien, mais voilà qui avait une origine d'un autre pays et une autre culture. Et donc en fait, ils ont fait un immense repas de famille. Donc ils ont invité vraiment toute leur famille. Je crois qu'il y avait plus de 20 personnes dans l'unité de soins palliatifs. Et donc on avait préparé la salle des familles. Donc il y a un séjour adapté pour. Et donc, le lit de la patiente a été mis dans cette salle-là et ils ont mangé tous ensemble. Et alors, ils ont partagé leur repas avec l'équipe infirmière, quoi. Et donc, il y a vraiment eu un grand moment de partage. Et la patiente est décédée pas longtemps après. Et donc, ça a été vraiment quelque chose de très festif, très joyeux. Puis la patiente est décédée et là, ils se sont de nouveau tous rassemblés dans quelque chose de vraiment une communion ensemble autour d'elle, très calme, très serein. C'était vraiment une fin de vie qui a beaucoup touché l'équipe parce que c'est quelque chose que je vois de beaucoup dans les cultures, donc dans d'autres cultures qu'on a moins en Occident. C'est le fait je veux dire, de faire une réunion et d'être en famille et d'être dans le sacré au moment de la fin de vie, voire au moment de la mort, que parfois dans les familles occidentales, il y a un peu cette perte du sacré et donc on ne sait plus trop quoi faire quand quelqu'un est sur ses derniers souffles. Mmh. Alors que eux, ben voilà, ils ont allumé des bougies, ils se sont mis à prier tous ensemble. Il y avait une ambiance hyper sereine dans la chambre et donc la patiente est partie, elle a donné son dernier souffle hyper entourée dans quelque chose où c'était triste, il y avait des pleurs, mais c'était très serein. Et donc, Waouh, moi, c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée très belle magnifique. oui, pour une fin de vie. Ouais. C'est marrant, j'allais justement te demander, parce que j'ai vu dans plusieurs films et séries des personnes comme ça qui rassemblaient toute la famille. Alors, soit on savait qu'il y avait une euthanasie derrière, ou alors c'était effectivement dans les derniers jours où la personne est chez elle avant de partir, de mourir. Et je trouvais ça magnifique justement parce que je trouve que
les temps de rassemblement, une fois que la personne est partie, hein, d'enterrement ou crémation, peu importe, etc. Mais je trouve que ça peut créer des super beaux moments de famille aussi, parce que pour une fois, on se retrouve. Donc pourquoi pas profiter que la personne est encore là aussi, même si on sait qu'elle va partir, pour qu'elle puisse aussi profiter de ces moments et revoir les personnes et que ce soit, oui, un moment, je pense, quand même fort chargé émotionnellement, et triste et en même temps qui peut être joyeux et comme tu dis, pour que la personne parte avec, toute cette joie et ce rassemblement. On dit toujours, j'ai encore été dans mon collectif d'entrepreneurs ce matin, on disait: «Bah, la force du groupe, ça porte, ça porte». Bah, clairement, ça porte aussi en fin de vie, j'imagine, Oui, oui, donc tout à fait. magnifique à faire, effectivement. Et je pense que c'est la question toujours un peu du rite, hein. Donc c'est vraiment finalement de créer des rites indépendamment de la religion, de la spiritualité, c'est de créer un temps de rassemblement avec un peu des rites autour pour accompagner son proche. Et il y a quelque chose qui, par exemple, moi, m'interpelle toujours, c'est quand il y a pas cette capacité à faire du rite, à faire rassemblement, à faire lien autour d'une personne en fin de vie. C'est un peu la sensation d'être démuni, face à la mort de son proche. Et donc je constate souvent des familles qui me disent: «Mais ça dure longtemps, ça traîne, vous pourriez pas accélérer les choses?» Et c'est pas qu'en fait, ils veulent plus que leurs proches vivent, hein. Je pense ils sont juste à bout parce que ça ne fait pas sens pour eux et que le sens, en fait, c'est bizarre à dire, mais c'est nous qui le créons. Et donc, de pouvoir, comme cette famille, à un moment donné, vraiment sur je veux dire, les dernières heures, dernières journées de la patiente, être ensemble, allumer ses bougies, prier, c'est finalement créer un rite pour donner du sens à ces heures qui semblent interminables. Et parfois, ça paraît, en tout cas pour ceux qui le vivent, interminable. Mais si on trouve le moyen de se rassembler ensemble, de faire famille, de faire lien autour de ce proche en se disant: «OK, ça prend du temps, mais ce temps est nécessaire et on va le consacrer à être ensemble dans la joie, le partage, raconter des souvenirs». Moi, il y a des familles qui m'impressionnent, elles sont dans la chambre, le patient est inconscient, mais elles racontent des anecdotes. Elle raconte des anecdotes de quand, «Oh, tu te souviens quand on a fait le barbecue? Ah, tu te souviens la fois où il avait fait ça, ce coup-là au voisin?» Et ça rit dans la chambre. Et même si la personne est inconsciente, je pense que la personne, elle perçoit en tout cas ce qui est dit dans la pièce, peut-être pas les mots, mais l'émotion qui en ressort. Et donc je pense que pour les gens, c'est être accompagné sereinement, que si on a 5 ou 6 personnes assises autour du lit qui se taisent et qui ne disent rien et qu'on attend, c'est un peu, c'est plus compliqué. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Merci en tout cas pour tous ces partages parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas, touché personnellement, dans sa famille, ben, on n'a pas, idée de tout ça donc merci Sarah pour ce partage. Moi, j'aimerais bien aborder la question, maintenant de la maternité, te concernant, parce que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais partager, ta situation, ta réflexion, autour justement de la maternité avec nous? Mmh. Oui, oui, il y a pas de souci. Ah bah, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je sais qu'une des choses qui me posait question dans ma volonté à un moment d'avoir des enfants, c'était l'idée de ne pas finir seule. Et finalement, en travaillant en soins palliatifs, je me suis dit: «Ah mais c'est possible sans avoir d'enfants». J'ai des neveux et des nièces extraordinaires et je pense qu'on est très, très présents dans leur vie et on est, enfin mon mari et moi, on est vraiment des tontons et des tatas, je pense, très investis. Et du coup, je leur fais toujours un peu la blague en rigolant, en leur disant: «Bon, quand je serai vieille, vous viendrez faire mon sapin de Noël à la maison de repos». Et donc c'est un peu la petite, running gag entre nous et je sais qu'ils seront là. Et donc ça, moi, ça a levé un peu un poids qui était si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir seule. Et finalement, la question, on en a beaucoup parlé avec ma sœur qui a 3 enfants. Je n'arrivais pas à définir si mon envie d'enfant, c'était une envie de ne pas être seule, et de combler un peu ce qu'on attendait de moi, ou est-ce que c'était une véritable envie, je vais dire, qui vient du ventre et qui est, je veux être dans la maternité, dans la relation à l'enfant. Et finalement, c'est ma sœur qui m'a dit: «Si ta seule crains dans la vie, c'est, oui, mais quand je serai vieille, si je suis toute seule, je regretterai de pas avoir fait d'enfant». Elle me dit: «C'est pas vraiment un motif suffisant pour en faire». Et je pense que c'est un conseil qu'elle m'a bien aidée en me le disant, parce que du coup, ça m'a permis vraiment de réfléchir à ça et de me dire que, le non-désir d'enfant, il était, ambivalent, que c'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfant que parfois il y a pas des regrets.
et que c'est pas grave en fait d'avoir des regrets. Je pense que dans la question, enfin, il y a une très belle chanson de Ben Mazoé sur ça, hein, qui est est-ce on demanderait aux gens qui ont des enfants, est-ce que vous regrettez vos enfants? Quand on dit aux gens qui ne vont pas avoir d'enfants, mais vous allez regretter de ne pas en avoir. Je pense que dans les deux cas, il peut y avoir des regrets, mais je pense qu'au moment où on prend la décision d'en faire ou de ne pas en faire, je pense qu'il faut s'écouter vraiment à ce moment-là et pas sur une présupposition d'un futur où on ne sait pas ce qu'il y aura dans le futur. Peut-être que effectivement, à 55 ans, je serai peut-être plus avec mon mari et peut-être que je me dirais, ben, finalement, j'aurais peut-être dû. Mais dans ma vie d'aujourd'hui, je me dis, mais non, ça n'entre pas dans ce que moi j'aime, ce que j'ai envie pour moi, ce que j'aimerais pour moi plus tard. Et je peux pas faire un enfant sur une présupposition d'un futur hypothétique. C'est Et ça. donc, c'est vrai que ça, cette phrase de ma sœur m'a beaucoup aidé à prendre ma décision, actuellement en tout cas, de ne pas faire d'enfant. Voilà, voir si ça tient, c'est ce que je dis toujours, c'est pas quelque chose de figé. Actuellement et depuis des années, je ne veux pas d'enfant, mais voilà, je peux pas, je suis pas devin, c'est pas ce qui peut se passer plus tard. Et c'est vrai que il y avait une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps qui vient d'un livre qui s'appelle Le Collectif Feu de forêt, que je trouvais vraiment très très chouette, qui était que le non-désir d'enfant, c'était une médaille à double face. Hein. Donc il y a d'un côté le choix serein et volontaire de ne pas faire d'enfant, et de l'autre côté un deuil à faire de quelque chose qu'on ne connaîtra pas. Mmh. Et donc, je trouve que c'est vraiment très juste parce que moi, dans mon entourage, à partir du moment où les gens ont compris que je voulais pas d'enfant, bah, que ça a été, voilà, je veux dire, accepté. J'avais pas besoin que mon entourage l'accepte, mais je veux dire que ça a été communément admis que Sarah n'aurait pas d'enfant. Il y a eu parfois quand voilà, ça m'a déjà arrivé de prendre un nouveau-né, de le sentir et de me dire, ah, ça fait un truc, quoi. Et après, on me dit, ouais, bah, tu vois, peut-être que t'en veux un. Et je dis, non, c'est pas du tout la même chose. Il y a, parfois, je me pose la question de qu'est-ce que c'est une grossesse? Que c'est quelque chose que mon corps est capable de faire, mais que je ne vais jamais connaître. Donc, c'est un peu mon côté scientifique qui me dit la curiosité de vivre l'événement, mais ça ne veut pas dire que je veux un enfant. Et parfois, effectivement, quand on s'occupe d'un enfant, par exemple, mon mari qui me disait l'autre jour, je trouvais ça très drôle, il me dit, des fois, là, une des raisons pour laquelle j'aurais voulu un enfant, c'est pour pouvoir faire des conneries avec. Parce qu'on regardait un peu des mèmes sur Internet et on voyait des parents qui faisaient un peu avec leurs enfants des blagues et tout ça. Et donc, enfin, pas des blagues contre les enfants, hein, mais avec les enfants, genre complot de parents, des choses comme ça. Et ils trouvaient ça super drôle. Et je dis, bah oui, mais enfin, si c'est ça le motif, c'est un peu Faisons-le léger. entre nous et ce sera très bien, hein. Oui, On c'est prend ça, la voilà. moto et Génier si on le fait. Oui, c'est vraiment ça. Et donc, c'est vrai que il y a parfois une confusion, je trouve, de la part des gens, qui est qu'à partir du moment où on a défini qu'on ne voulait pas d'enfant, on ne peut pas émettre une tristesse sur des choses qui vont nous manquer. Or, moi, je suis tout à fait consciente que je vais pas être épanouie comme maman. Je pense que c'est pas quelque chose qui me conviendrait. Je sens que chez moi, la maternité se teinte de beaucoup de peur et de beaucoup de, moi, je veux dire, de restrictions de vie que j'ai pas envie d'avoir. Mmh, Et en même temps, bah, je suis tout à fait aussi consciente qu'avoir des enfants, ça amène des choses positives et que ces bien choses sûr. positives, bah, je ne les connaîtrais pas. Même si je suis hyper investie avec mes neveux et nièces et qui m'adorent comme tata, je resterai toujours une tata. Et donc, avec le positif comme le négatif. Tout à fait, mais de toute façon, il y a du positif et du négatif dans chaque situation, C'est de ça. toute façon, de vie, que ce soit, être maman, pas être maman, travailler ou rester à la maison. Enfin, je veux dire, être employé indépendant, enfin, on peut faire plein de parallèles sur tout. Il y a toujours, de toute façon, du positif et du négatif, mais comme tu dis, c'est savoir, toi, maintenant, ce dont tu as envie et peut-être que dans 2, 3, 5 ans, ce sera différent, on n'en sait rien. Des surprises de la vie ou pas, enfin, voilà, et c'est bien de rester ouvert parce que j'aime bien ton positionnement aussi de dire: «En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Je sais pourquoi je n'en veux pas aujourd'hui, mais comme tu dis, demain, c'est demain» et c'est ça qui est beau et en même temps, est-ce que du coup, tu subis quand même, parce qu'on sait bien quand même qu'il y a une pression, et même en tant que maman où tu sais quand tu es avec quelqu'un puis que tu te maries, c'est après: «Ah, c'est quand le premier bébé?» et puis après: «Ah, c'est quand le deuxième?» et tu voilà, c'est toujours l'évolution parce que soi-disant, hein, il faut, hein, de toute façon, trouver la bonne personne, prendre une maison, trouver le job, machin, faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants pour être soi-disant épanoui dans la vie. On est bien d'accord que c'est pas spécialement le cas.
Mais il y a quand même toujours cette pression au-dessus de notre tête, peu importe le parcours, tu vois? Et donc, Mmh. est-ce que le fait de laisser un peu ouvert ou même quand c'est fermé, fermé, il y a quand même toujours cette pression, non? De l'entourage ou même sociétale. Tu sens pas quand même encore quelque chose sur tes épaules? Si, je le sens, parfois je veux dire, c'est inconscient de la part de l'entourage, hein. Par exemple, moi, il y a une des choses qui a été très difficile dans l'idée de ne pas faire d'enfant actuellement, c'est que, pour ma maman, je sais qu'être grand-mère, c'est vraiment, quelque chose, qui aurait été important pour elle et il y a vraiment eu, je veux dire, une pointe de culpabilité de me dire: «Mais à cause de moi, ma maman ne sera pas grand-mère». Maintenant, j'ai encore un frère, donc tout repose sur lui maintenant. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la tristesse, de me dire: «Je la prive de quelque chose» et en même temps, elle m'a jamais mis la pression. Mais je vois bien que quand elle a une amie qui devient grand-mère, quand elle a des enfants qui naissent dans l'entourage proche, elle s'est investie très fort avec ses enfants parce que je pense qu'elle compense quelque chose. Elle, elle a adoré être maman. La chose, comme elle dit toujours: «Je vous aurais eu, mais un peu plus tard pour profiter un peu plus, mais je vous aurais eu». Et donc, je pense que pour elle, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement dans le lien à l'enfant et donc en tant que grand-mère, je pense qu'elle aurait été complètement épanouie. Donc ça, c'est une pression que c'est pas quelque chose qu'elle me met, c'est quelque chose que moi je ressens et que je pense qu'il y a un peu une sorte de culpabilisation de l'enfant de se dire: «Ah, je ne réponds pas aux attentes de ma maman», Ah, les attentes, oui, c'est ah, ça. gros sujet. Oui, c'est ça, très long sujet alors qu'elle ne me met pas du tout la pression. Maintenant, il y a aussi parfois une question d'ordre biologique qui ressort souvent. Je souffre d'endométriose et donc j'en avais discuté avec ma gynécologue en disant: «Oui, mais est-ce que finalement on ne ferait pas une hystérectomie parce que c'est assez compliqué?» Elle me dit: «Oui, mais je ne vais pas vous apprendre, vous êtes médecin, si on fait une hystérectomie, vous ne pourrez vraiment plus avoir d'enfant». Et donc j'étais un peu en mode: «Beh, je suis bien consciente du concept, hein, j'ai compris, Merci. je sais le rôle de l'utérus et en fait, je lui dis: «Mais vous savez, il y a d'autres moyens d'être parent aussi». Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, me m'a levé un gros poids au niveau de la pression biologique. C'est de me dire que si vraiment j'ai envie d'être parent et il y a l'adoption. En tout cas, je sens que chez moi, si je devais un jour avoir une envie d'enfant, ça ne devrait pas forcément passer par un lien biologique. Et donc ça littéralement, moi, ça m'a levé un poids, mais ça m'a pas enlevé la pression de la société qui est: «Bah oui, tu as 35 ans». Et c'est la première fois depuis que j'ai eu 35 ans cette année où je sens un tout petit peu, parfois, venir, cette pression. Parce que alors que moi, j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans dans ma tête et je me dis: «Oh là 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 là», mais même, au-delà de ça, je me sens pas mature pour faire un enfant, donc si je pouvais encore avoir 10 ans pour y réfléchir. Mais sauf que biologiquement, il paraît qu'on peut pas, donc voilà. Hein, n'oublions pas le fameux terme, j'en ai parlé l'épisode précédent avec Tatiana et on en a reparlé en off tout à l'heure, c'est la fameuse grossesse gériatrique à partir de 36 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Lorsqu'aujourd'hui, on a des personnes qui font des enfants à 45, à 46 ans, et cetera, voilà, alors c'est plus compliqué, enfin je vous invite à écouter l'épisode si vous voulez, avec Tatiana. Plus compliqué peut-être, physiquement et cetera, mais voilà, c'est encore tout à fait possible Oui, mais je mais on pense aussi. sent cette espèce de date de péremption là que je déteste où, ah 35 ans, puis donc ça veut dire que tu vas basculer vers la quarantaine et ceci et cela, incroyable, incroyable. Oui et je pense qu'en plus, à l'heure actuelle, les grossesses sont tellement bien suivies que et je ne dis pas, ce sont des grossesses qui sont plus à risque, médicalement, c'est connu, mais je pense que comme elles sont plus à risque, elles sont plus suivies aussi et ça se passe parfois, enfin, ça se passe souvent même très, très bien. Je veux dire, c'est assez fréquent, d'ailleurs dans les PMA, on recule de plus en plus l'âge, hein. À un moment, c'était 40 ans, maintenant dans certains endroits, ça monte à 42, 43, donc on commence quand même à accepter que ça peut être beaucoup plus tard et que c'est pas grave. Si en tout cas la personne est consciente des risques que ça implique, et que, on est conscient en tant que parent, bah, que ce sera peut-être plus fatigant parce qu'on n'a pas la même énergie à 40 ans qu'à 20 ans, bon, je trouve qu'il y a pas de souci et donc le terme grossesse gériatrique est vraiment très mal choisi, je trouve. Ouais, on est bien d'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être aussi de ton expérience, professionnelle au niveau médical, de ce que tu as vu, que ce soit en soins palliatifs ou dans tes stages ou dans d'autres expériences, qui ont nourri aussi ta décision de ne pas avoir d'enfant, en tout cas aujourd'hui?
Alors, premièrement, moi, tout ce qui était la gynéco. Donc, quand j'ai fait mon stage en gynécologie, je me souviendrai toujours, je le dis toujours un peu avec humour, mais donc je vois mon tout premier accouchement des jumeaux en plus. Et donc, je devenais blanche au fur et à mesure que je voyais l'accouchement se dérouler. Par voie basse ou par césarienne? Par voie basse et OK. donc le gynéco me dit: «Ah, c'est exceptionnel les jumeaux par voie basse, tu as de la chance de voir ça» et moi j'étais là: «Hein, ouais ou pas?» Et enfin c'était vraiment enfin j'avais vu la théorie, mais à voir en vrai, c'est quand même encore autre chose et puis, donc je sors de là un petit peu palote et je dis: «Oh là là, bah moi en tout cas si j'accouche, jamais par voie basse». Alors le gynécologue rigole et puis on va, 2-3 jours plus tard, je suis encore avec lui et on fait un accouchement par césarienne et alors là, je pense que je suis même plus pa c'est même plus blanche que j'étais, je pense que c'est translucide et je sors de la salle d'accouchement, je dis: «Oh là là, bah, si jamais j'accouche, c'est pas par césarienne non plus» et alors il me regarde, il me dit: «Oui, mais si vous faites des enfants, il faudra que ça sorte d'une manière ou d'une autre» et donc j'étais là: «Oui ou alors on n'en fait pas». C'est c'est vraiment, une histoire qui, je le dis vraiment avec humour, mais ça ne m'a jamais la grossesse ne m'a jamais émotionnellement touchée. C'est vraiment quelque chose où chaque fois qu'on faisait des échos en stage de gynéco, je regardais, j'étais là: «Mais pour moi, je trouve ça tellement bizarre. Je sais que c'est naturel, mais c'est tellement étrange à voir et à regarder évoluer» et les accouchements, je me disais: mon Dieu, mais c'est quoi ça?» Et donc il y a eu quelque chose de l'ordre, en tout cas, de la question de la grossesse et de l'accouchement qui ont été un peu, je vais dire déformés par ce que j'ai vu en travaillant et puis après je pense aussi que ce que j'ai vu en stage, j'ai pu travailler aussi en pédiatrie, pendant mes stages aux urgences pédiatriques aussi, et moi ça m'a complètement terrorisée. C'est vrai? Ouais, vraiment, je me suis dit: «Mais tout ce qui peut arriver à un enfant» et souvent j'en parle avec ma psychologue et elle dit que par ma profession et peut-être aussi par mon expérience de vie, j'ai beaucoup conscientisé sur ce qui peut se passer De dans mal, en fait, de mal, en fait, négatif. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, cette peur-là, je pense a vraiment été un réel frein à cette envie, potentielle un jour d'avoir des enfants qui a été mais moi je ne saurais pas vivre avec l'idée d'avoir peur pour quelqu'un tout le temps en permanence. Parce que c'est ça être parent, Oui, je te confirme. donc voilà, c'est accepter qu'en fait, à tout moment, son enfant, il peut lui arriver quelque chose et il peut décéder, et donc ça, c'est moi, je sais, je saurais pas vivre avec ce stress-là et c'est parce que je l'ai vu. Je l'ai vu en pédiatrie et j'ai vu des enfants très malades, j'ai vu des enfants mourir et donc je pense que je me suis dit: «Dans notre société, on ne parle jamais de tout ça, de l'enfant malade, de l'enfant qui meurt, c'est l'enfant des autres, c'est jamais le sien». Et je pense que moi, j'ai vraiment pris conscience que ça pourrait éventuellement un jour être le mien. Et ça a été, c'est sûr et certain que ça a joué dans ma décision de ne pas en avoir parce que je stresse déjà beaucoup trop comme ça dans la vie de tous les jours. Déjà bêtement pour mon mari, chaque fois qu'il prend la voiture, je me dis: «Oh là là, s'il fait un accident, s'il ne revient pas et tout ça». Je suis quelqu'un de naturellement très stressée et anxieuse et donc rajouter là-dedans un enfant, je le vois bien quand mes neveux étaient petits et chaque fois qu'ils faisaient une chute, j'étais là en train de me précipiter sur eux et ma sœur qui était là: «Mais non, laisse-les, faut que jeunesse se fasse». Tu vois? Ils auront compris et moi j'étais là: «Oh!» en disant je devais les garder complètement paniqués, dès qu'ils se cognaient ou dès qu'ils tombaient ou dès qu'ils essaient de faire un truc parce qu'ils ont toujours envie de faire des trucs super dangereux les enfants, Toujours, c'est toujours. pas rigolo. Oh, Évidemment. c'est ça et donc moi je repense à l'enfant que j'étais et qu'un jour j'ai voulu me jeter par la fenêtre en voulant faire Peter Pan. Si mon frère ne m'avait pas trouvé, ben, ouais, je ne serais plus là pour en parler et je me dis: «Mon Dieu, mais quel stress pour les parents», donc Bah, oui, si je c'est peux sûr que partager ton stress que tu as par rapport à tes neveux et nièces, ma maman m'a partagé un truc une fois qui était super intéressant, c'est qu'elle dit: «Vous, nos propres enfants, ben, quand vous faisiez des choses, on était, inquiets pour certaines choses et cetera, mais vous étiez nos enfants. Aujourd'hui, par rapport à la relation qu'elle a, que ce soit avec mon fils ou, avec mon neveu ou ma nièce et cetera», elle dit: «C'est pas nos propres enfants, vous nous confiez une responsabilité quand on garde vos enfants et donc» bon, j'ai parents très anxieux, de base et très stressés aussi, mais je trouvais ça intéressant la dimension, elle dit: «Comme vous nous confiez vos propres enfants, ce ne sont pas nos enfants», tu vois? Il y a une responsabilité supplémentaire s'il se passe quelque chose. Surtout moi j'ai un enfant porteur de handicap, donc il y a aussi un peu un stress d'avoir un enfant, potentiellement à qui peut arriver d'autres choses, des crises d'épilepsie ou des choses comme ça et cetera. Donc c'était très intéressant de partager ça aussi avec ma maman.
qu'elle puisse me partager ça, cette anxiété supplémentaire de se dire: «Oui, mais c'est pas ma responsabilité directe, c'est pas mon enfant, mais c'est encore pire parce que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, mais qui est sous ma responsabilité.» Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et donc oui, c'est je peut-être vois ça que tout à fait. tu peux ressentir aussi avec tes neveux et nièces, surtout toi avec ta dimension de médecin et de savoir qu'il peut se passer plein de choses, blablabla, auxquelles les personnes normalement n'ont pas trop accès. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça nourrit Ouais. pas mal, l'anxiété aussi. Ah mais c'est sûr que quand on s'occupe de l'enfant de quelqu'un d'autre qui est pas le sien, alors bon, je dis pas, hein, quand ça doit être le sien, s'il arrive quelque chose, il y a doit y avoir une énorme Ah non, c'est culpabilité. horrible. Ouais, oui. Je me dis: «Mais s'il arrive quelque chose à l'enfant de d'un de mes proches, alors qu'il était sous ma responsabilité, la culpabilité, elle est énorme, elle est vraiment énorme» et donc oui, je pense que ça doit jouer aussi. Je pense que ta maman explique bien cette différence, le fait d'avoir, un enfant qui est confié par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est de l'ordre de la confiance, mais du coup, la confiance peut être rompue. Donc Mmh. Tout à fait, tout à fait, on est bien d'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des discussions, de cœur à cœur et pouvoir, partager sur des choses, sur des sujets, on n'est pas toujours d'accord au départ, mais c'est intéressant de pas se faire la tête et de parler. Voilà, c'est aussi un joli message, du jour que j'ai envie de transmettre, c'est la communication, il y a rien à faire, c'est important. De temps en temps, elle est un peu bloquée, mais quand on arrive à parler, de cœur à cœur, c'est ça peut être très intéressant ce qui en ressort donc voilà. Mais du coup, tu nous as partagé en début aussi d'épisode que tu étais également autrice. Donc tu as écrit, un super livre qui s'appelle, Le silence des mères et donc justement, c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de discuter, le fait que tu n'es pas, maman aujourd'hui et que tu as écrit justement, sur ces expériences, de maternité. Donc j'ai envie peut-être de déjà te demander pourquoi ce livre, Sarah? Dis-nous. alors en fait, je pense que les gens s'attendaient à ce que j'écrive sur les soins palliatifs et la mort. Donc j'ai eu envie de surprendre un peu et c'est vrai que c'est une question qui est sortie très fort dans mon entourage. C'est marrant d'avoir écrit, sur la maternité, sur 3 personnages féminins qui vivent la grossesse et la maternité, alors que tu ne veux pas d'enfant et en même temps, je me suis dit: «Mais c'est peut-être justement parce que je ne veux pas d'enfant que, c'était une évidence d'écrire sur ça, parce que je pense que j'ai fait un peu un travail personnel en écrivant. Je me suis projetée dans ces 3 mères, inconsciemment et je pense que chacune de ces mamans, c'est un peu la maman que j'aurais pu être et je me suis essayé de me dire: «OK, chacune donc chaque personnage vit, la grossesse de manière complètement différente et ce lien, maternel aussi» et donc je me suis dit: «OK, chacune d'entre elles, ça pourrait être moi». Comment est-ce que ça se passe si ça se passe bien? Comment est-ce que ça se passe si ça se passe mal? Comment ça se passe si ça se passe de manière un peu surprise? Et heu et donc j'ai pu aller, chercher des choses, je pense que ça a été thérapeutique, vraiment. Je pense qu'il y a des passages que j'ai écrits, notamment, moi j'ai écrit une scène d'accouchement où j'ai vraiment mis dans cette scène d'accouchement, vraiment des choses que j'avais dans les tripes, en me disant: «C'est comme ça que j'imagine que ça se passerait si je devais accoucher». Et donc ça m'a permis de mettre des mots, parfois de prendre con de conscientiser certaines émotions, de mettre des mots sur, des craintes que j'avais, de mettre des mots sur des envies que j'avais aussi. Et donc ça pour moi, ça a vraiment été un cheminement sur ma réflexion et c'est l'aboutissement de cette réflexion, c'est le livre finalement. Waouh, donc c'est un fameux travail sur toi aussi et j'adore et donc c'est ça aussi parce que je pense qu'il t'a pris, un certain temps l'écriture de Mmh. ce livre et donc là, on comprend effectivement que vu toute la réflexion, les démarches et cetera, plus la recherche, des faits historiques, hein, parce que c'est, comment dire? C'est de la fiction et en même temps un mélange aussi de faits historiques, hein, donc pour que les personnes qui nous écoutent, donc on a l'histoire de 3, mamans en parallèle. Donc d'abord Irène, qui travaille dans une maternité, nazie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. On a, Aida qui est gynécologue, et qui prône, enfin qui travaille dans les années 70 et qui est, pro avortement, dans ce on va dire cette décennie très importante par rapport à tout ça et puis on a Agnès, Agnès est, une maman d'aujourd'hui aussi qui, a essayé, enfin qui n'a jamais été maman jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses 40 ans et qui, voilà, qui découvre qu'elle est enceinte et donc c'est 3 récits, assez différents et donc pourquoi avoir choisi, ces époques-là, ces personnes-là? C'est quoi qui t'a guidée dans ces différentes, voix?
Alors, à la base, donc l'idée du livre, c'était la maternité nazie, parce que du coup, il y a quand même une partie historique sur une maternité nazie qui a eu lieu à Liège, au château Louis Gimont à Soumagne. Et donc, j'avais envie de parler de ça, et ça faisait longtemps que je voulais parler de la question de la maternité de manière générale. Et donc, je me suis dit, mais voilà, j'ai un peu mon lien, mon histoire. Et donc, j'avais pas envie de faire une histoire qui se passe que pendant la Seconde Guerre mondiale, que dans une maternité nazie, et que ce soit un peu trop lourd. Et donc, je me suis dit, mais j'ai envie de croiser le destin de 3 femmes qui vont vivre la maternité de manière différente. Et à travers leur destin, et donc au fur et à mesure du récit, on se rend compte qu'il y a des liens entre elles. À travers ça, il y avait une envie de raconter comment on se vit en tant que mère. Et donc, c'est de là que l'histoire s'est construite petit à petit. Et donc, j'avais très envie qu'il y ait un personnage médecin, parce que je pense que ça fait quand même partie de ma vie aussi. Et j'avais envie, en tant que féministe, que ce soit quand même très militant. Donc, je trouvais que c'était intéressant que ce soit une gynécologue qui lutte pour le droit à l'avortement. Finalement, Agnès, avec sa grossesse dans la quarantaine, c'était un peu... j'avais envie de représenter la femme d'aujourd'hui, qui ont des parcours de vie qui fait qu'elles n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des enfants jeunes, et de pouvoir montrer qu'en fait ça peut bien se passer, que c'est tout à fait possible. Et alors il y avait aussi une envie, je veux dire, dans ce récit. Moi j'avais une phrase qui m'avait beaucoup marquée pendant ma formation de médecin, donc au cours de gynéco. Le prof disait que sur une grossesse, la femme revit en 9 mois du point de vue psychologique et inconscient un peu toute sa vie. Et donc souvent, c'est là qu'il y a des choses qui se débloquent ou des choses qui se rebloquent. Donc c'est pour ça aussi qu'on a parfois des gros baby blues, parfois des grosses dépressions postpartum, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans notre inconscient, qui viennent se réactiver au moment de la grossesse. Et ça, c'est chez Agnès que j'ai voulu travailler, parce que c'est un maman, donc dans le récit, la maman d'Agnès est décédée, elle s'est suicidée alors qu'Agnès avait 18 ans. Et ça a été une relation qui a été conflictuelle. Toute leur vie, elles n'ont jamais su s'entendre. Et donc, elle se dit, mais en fait, si je ne fais pas un travail par rapport à cette maman, comment je vais pouvoir, moi, être une bonne maman? C'est un peu son cheminement. Et donc, elle part je veux dire, elle part à la rencontre de cette mère en enquêtant sur son passé, en essayant de la comprendre et en essayant de savoir mais pourquoi elle en est arrivée à se suicider et pourquoi notre relation n'a pas marché, parce que j'ai pas envie de reproduire ça. Et donc, il y avait aussi toute cette question un peu de ce qu'on transmet comme faille quand on a des enfants. Je pense que on transmet beaucoup de choses et notamment des blessures, et que si on ne travaille pas ces blessures-là, à un moment donné, ça finit par se transmettre, j'ai presque envie de dire, de génération en génération. Et donc, il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la question du poids de l'héritage familial, du secret aussi, qui, à un moment donné, impacte. Et donc, Agnès, c'est un peu l'exemple, on voit beaucoup des petites vidéos humoristiques sur Internet où la génération de maintenant, c'est la génération qui fait le travail pour toutes les générations d'avant. Mais c'est Euh, grave. mais oui, c'est vrai. Et je pense que du coup, Agnès, je voulais qu'elle incarne ça. Je voulais qu'en fait, à un moment donné, elle soit la personne qui va de l'avant et, euh, et casse un peu un cycle transgénérationnel, je vais dire ça comme Sans ça. avant-fin, ouais. Un cycle transgénérationnel pour aller de l'avant et pour être dans une relation plus saine avec sa fille. Et donc, voilà. Et je trouvais aussi, donc Agnès, elle est très très proche de sa grand-mère qui l'a un peu élevée. Et donc, je voulais aussi mettre là-dedans en image la différence, voilà, comment faire famille différemment, et que cette grand-mère a finalement pris un rôle très maternel pour elle. Et donc, c'était une manière d'aborder un peu toutes les questions de comment être mère et quelle relation mère-fille on peut avoir à travers différentes époques. Et voilà. Magnifique, parce que clairement, moi qui accompagne beaucoup de mamans, c'est clair que la question de la relation à sa propre mère vient nous chambouler effectivement pendant la grossesse, mais surtout par la suite, dans la compréhension ou l'incompréhension de certaines choses, ou peut-être faire la paix avec certaines choses, que quand on se retrouve dans ce rôle, on peut peut-être mieux comprendre certaines choses par rapport à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant avec notre maman, etc. Ou d'autres choses effectivement qu'on ne veut pas reproduire, ou des blessures qu'on se dit, ok, moi j'en ai hérité, mais je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Donc le travail transgénérationnel, pour moi, il est essentiel. Donc c'est magnifique que tu puisses partager ça aussi via Agnès.
Magnifique. Et moi, je t'avoue que j'ai été assez surprise par rapport à cette maternité nazie, parce que j'avais pas du tout conscience, et je pense que tu le dis régulièrement, que il y a pas grand monde qui savait qu'à Soumagne, donc c'est au domaine de Schurten, c'est ça, hein, si je Le dis. domaine de Ouais, Wégimont. de Wégimont, pardon, je confonds toujours les deux quand on doit y aller avec mon fils. Mais effectivement, moi, j'avais aucune idée que ça avait été une maternité nazie à l'époque, quoi. Ah oui, non, c'est quelque chose qui est assez tabou. Je pense que dans la région, c'était un peu connu. Ma grand-mère, qui est un peu originaire de Liège, me disait que à l'époque, c'était pendant la guerre, elle savait que ça avait été quelque chose comme une maternité nazie, mais on n'en parlait pas trop. Et la question des Lebensborn, finalement, elle est sortie bien des années après. Et effectivement, il y a quand même 40 enfants qui sont nés dans cette maternité nazie. Et moi, j'avais été fort imprégnée en regardant un documentaire sur la question justement des enfants nés dans ces maternités nazies, et qui est un peu aussi au cœur du livre, qui est la question de comment on se construit en tant qu'identité quand on est un enfant qui est issu un projet nazi, et pas d'un désir d'enfant. Donc ces enfants, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est Oui. en fait les maternités nazies, c'est un projet que les nazis ont créé en se disant mais on va repeupler l'Allemagne après la guerre, et donc on va créer des enfants parfaits. Et donc il y avait des femmes qui allaient dans ces Lebensborn, qui rentraient dans des critères esthétiques ariens et qui en général se reproduisaient avec des soldats SS qui étaient en permission pour justement essayer de créer des enfants qui répondent vraiment aux critères ariens, avec des enfants, du coup, s'ils n'étaient pas dans ces critères-là ou qui avaient des malformations, etc., handicap, et étaient exécutés. Quand l'enfant il était dans les critères, il était pendant plus ou moins un an dans ces maternités, et après il était mis à l'adoption dans des familles allemandes nazies qui avaient une idéologie très importante vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Donc pas n'importe quel Allemand, pas n'importe quelle famille, c'est vraiment des familles qui étaient très bien choisies. Et donc, il y avait de la part de ces femmes dans ces maternités nazies une volonté patriotique de donner leurs enfants, hein. Donc, il y avait des femmes qui étaient tout à fait conscientes du projet derrière et qui savaient que leur progéniture servirait à reconstruire l'Allemagne d'après, que ces enfants allaient être adoptés. Donc, il y avait vraiment quelque chose un peu de l'ordre du sacrifice pour la patrie. Et donc, les enfants qui sont issus de ça, c'est très, très difficile de se reconstruire parce que finalement, c'est pas des enfants qui sont nés d'un amour un peu maladroit, ils sont nés d'un projet, un peu presque des incubateurs, hein, les mamans, c'est vraiment un peu. Et donc, comment on se construit comme identité quand on a des parents qui étaient des soldats SS et des mamans qui étaient patriotiques et qui avaient envie de sacrifier leurs enfants au nom d'un régime. Et donc, il y a beaucoup de reportages que j'ai vus qui parlaient de ça. Et ça m'a fort touchée de voir la question de l'identité parce qu'on pourrait se dire, finalement, à la fin de la guerre, ces enfants étaient adoptés par des familles qui n'avaient rien à voir avec le régime Classique, quoi. nazi. Voilà, il y a eu un peu un secret sur leurs origines et on veut dire ils ont reçu de l'amour pour certains et on pourrait se dire finalement ce qui compte c'est la famille adoptive et comment on a évolué et pas le passé. Mais le passé, il est quand même là. Il est Il est ancré, comme ancré. on le disait tout à l'heure, justement, ouais. C'est ça. Et donc, ça, j'avais vraiment envie d'en parler. Et c'est ça, ça revient dans le récit aussi, de dire comment on se construit quand on est issu de potentiellement pas de l'amour, finalement. Et puis je me dis, pour ces femmes, même si elles étaient contentes, entre guillemets, de faire partie de ce projet patriotique, j'ai envie de dire ça comme ça, je me dis, entre le moment où tu prends la décision et puis le moment où tu as porté cet enfant, tu accouches et puis cet Mhm. enfant est adopté, donc tu le perds, entre guillemets, ça doit être aussi une blessure incroyable, parce que tout ce qui est mère porteuse ou des mères qui décident après d'accoucher sous X et de ne plus avoir leur enfant, je pense qu'il y a toujours, en tout cas, enfin dans ce que je vois, plutôt dans les séries et cetera, mais je pense qu'il y a quand même un peu de vrai aussi, quand même, ce moment où tu dis: «Oui, mais bon, c'est quand même mon enfant que j'abandonne, que je donne», ça doit quand même aussi marquer Mhm. une fameuse blessure en soi et potentiellement projetée aussi sur l'enfant, donc
Oui, surtout que ces maternités nazies, il y avait parfois des personnes qui allaient sans connaître vraiment le projet, hein. Donc, il y a eu à un moment donné, quand ils se sont rendus compte que c'était pas suffisant les femmes patriotiques, il y a un peu une ouverture. On s'est dit, bon, bah, toute femme qui aura eu un enfant avec un soldat allemand, qui veut un peu ne pas garder cet enfant-là parce que dans les pays, typiquement en Belgique, dans ces maternités nazies, c'était souvent des jeunes filles qui avaient été mises enceintes par des soldats allemands. Bah, c'était pas quelque chose qu'on avait vraiment envie d'ébruiter dans le village, etc. Et donc, on les envoyait là-bas, comme ça, elles faisaient leur grossesse, elles donnaient l'enfant, et puis elles revenaient, et c'était un peu ni vu ni connu. Et donc, ça, c'est pas des volontés patriotiques non plus. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures qui ont dû se faire à ce moment-là. Un Euh, climat de honte assez conséquent, oui, aussi. bah, déjà d'avoir une relation voulue ou non voulue avec un soldat effectivement SS, et puis tout le processus derrière, c'est quand même aussi un contexte de honte assez conséquent, et je pense Mhm. qui chemine aussi avec la maman et l'enfant par la suite. Donc, ouais, quelle époque, Oui, c'était quelle pas. époque. Non, Mhm. non, non, clairement. Et par rapport à Ada, peut-être un petit mot à nous partager, comme ça on aura fait un peu le tour des trois histoires. Ada, c'est vraiment. J'ai voulu que son personnage soit fait sous forme de journal intime parce que j'avais vraiment envie qu'on soit dans sa tête. Et donc, Ada, c'est vraiment un personnage qui est en grande souffrance. C'est une femme qui se consacre totalement à son métier de gynécologue, qui surinvestit ce métier-là et qui tombe enceinte de manière tout à fait non prévue. Et pour une militante des droits de l'avortement, beaucoup trop tard que pour avorter quand elle s'en rend compte. Elle fait un peu une sorte de déni de grossesse. Et donc de là naît toute une difficulté avec cet enfant qui n'est pas voulu et par rapport à toute sa souffrance à elle. Donc là, on se rend vraiment compte dans son journal intime que c'est quelqu'un qui est, je veux dire, presque dans une dépression permanente et qui n'arrive pas à sortir la tête hors de l'eau, sauf quand elle travaille où c'est un peu son seul point d'ancrage. Et donc cet enfant vient bouleverser qui elle est et vient finalement raviver encore plus ses blessures et ses souffrances individuelles. Et donc, c'est toute la complexité d'accueillir cet enfant. Et donc, moi, Ada, c'est un peu un personnage qui a été très cathartique et qui, moi, personnellement, dans les trois personnages, me touche énormément parce que je sens que c'est quelqu'un qui essaye de fonctionner malgré sa souffrance, qui a essayé d'assumer son rôle de mère, mais qui n'y arrive pas et qui porte ce poids de la culpabilité de ne pas y arriver parce que c'est ce qu'on attend d'elle et elle n'y arrive pas. Et donc, comme en plus c'est un personnage qui évolue dans les années 70-80, bah, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a encore moins cette compréhension, le fait que bah, elle n'y arrive pas et qu'en fait, elle ne voulait pas être mère et malgré qu'elle a accouché, elle ne veut toujours pas être mère en fait. Et donc, sauf que l'enfant est là. Et donc, elle n'a pas le choix que d'être mère et elle essaye de faire avec, mais c'est vrai qu'on sent que pour elle c'est très très compliqué et que c'est pour ça que le travail reste son point d'ancrage ou justement l'avortement c'est quelque chose qu'elle se bat assez rapidement parce qu'elle se dit mais les femmes ont le droit de pouvoir choisir d'être mère ou pas. Et donc c'est vraiment tout son cheminement par rapport à ça. Ouais, donc c'est la conjonction d'énormément de tabous qui sont Mhm. un peu plus, on va dire, cassés aujourd'hui, mais qui effectivement dans les années 70-80, on parlait pas du tout de tout ça, quoi. Donc Oui, non, tout ouais, à fait. je pense que ça va parler, à beaucoup de personnes. Donc merci d'avoir, écrit ce magnifique livre. Je mettrai, de toute façon, le lien, dans la description de l'épisode. Bah, Sarah, on va arriver tout doucement à la fin de notre échange, même si j'aurais adoré continuer avec toi, mais tu sais bien que j'essaye de tenir un certain timing pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que si tu voulais que les personnes qui nous écoutent retiennent une idée ou, allez, deux idées grand max, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? Quel est le message que tu voudrais, avec lequel tu voudrais qu'ils repartent? Alors je dirais que par rapport au vivre au présent, c'est un peu bateau, mais par rapport à ma profession, je vois vraiment que c'est essentiel et de pas toujours vouloir que ce soit parfait, c'est de faire ce son mieux et avec ce qu'on peut pour essayer de vivre le moment présent et de le chérir pour pouvoir justement avoir des souvenirs pour plus tard quand on sera vraiment sur sa fin de vie et se dire ok, j'ai quand même eu une belle vie
malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les regrets. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens. Magnifique message. Ben, écoute, on va clôturer là-dessus, Sarah. Un grand merci pour ton temps. C'était un plaisir de te recevoir au micro de Gap de parents. Mais merci à toi. Merci. Et j'espère, vous qui nous écoutez, que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Gap de parents. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.